toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec Monsieur Olivier Gérald. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Il faut bien préciser à notre auditoire que Monsieur Olivier Gérald, chercheur associé à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, journaliste et consultant en communication et médias, il consacre son temps aussi à son blog France-Amérique. Comme tout le monde, M. Gérald Olivier, vous avez été en train de suivre aussi ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Personne à ce jour, à cet instant T, peut décider qui c'est le vainqueur, vu la complexité, bien entendu, de ce vote, mais aussi la complexité des annonces des uns et des autres, et notamment du président Trump, comme quoi il y a des procédures judiciaires qui sont engagées. Dans un premier temps, quelle évaluation vous pouvez nous faire à cette élection de cette année, hein, donc de 2020, par rapport aux autres élections? Alors, tout d'abord, je vous remercie de votre invitation. Je vous remercie de votre présentation. Je me permettrai d'ajouter un élément d'actualité, c'est que j'ai publié tout récemment un ouvrage qui s'appelle Sur la route de la Maison Blanche et qui est un dictionnaire des élections présidentielles américaines justement et qui apporte toute une série d'explications historiques et juridiques et autres sur à la fois le processus et l'histoire de ces élections. Édition chez qui? C'est aux éditions Jean Picolec et c'est paru fin septembre, début octobre. Et si les gens sont intéressés par l'ouvrage, ils peuvent envoyer un message via mon blog et je me ferai un plaisir de le leur faire parvenir. Voilà, petite parenthèse toujours utile. Alors, la première chose à dire sur cette élection, c'est l'évidence. Il y a deux évidences dans cette élection. La première, c'est que 3 jours après, on ne connaît toujours pas le résultat. Et c'est pas comme en Floride où on est en train de recompter les bulletins d'un seul comté parce qu'il y a eu des difficultés. On a encore à ce jour 4 ou 5 États qui sont, on va dire, indécis ou contestés. Donc ça, c'est la première chose à dire. La deuxième chose, c'est que c'est une élection qui a réuni plus d'électeurs qu'aucune autre élection par le passé. Alors, la démographie américaine étant ce qu'elle est, la population augmente et en général, d'une élection sur l'autre, on gagne quelques électeurs, mais c'est marginal. Et là, on a gagné plus d'une dizaine de millions d'électeurs. On a une participation qui va se situer à plus de 65%, je crois, alors qu'elle était à 55% la dernière fois. Donc manifestement, il y a eu une mobilisation tout à fait extraordinaire autour de cette élection. Et cette mobilisation, elle est à mettre en compte, je dirais, des deux camps. C'est-à-dire que d'un côté, Donald Trump, de par sa politique, de par sa personnalité, a réussi à amener dans le processus politique un certain nombre de citoyens, de citoyennes, d'électeurs américains qui s'en désintéressaient parce qu'ils estimaient que la politique ne les concernait pas, qu'ils n'avaient rien à en tirer, ou bien que les élections, c'est un petit peu la même chose, quelle que soit la couleur du parti, ça ne changeait pas grand-chose à leur vie. Et de ce point de vue, Donald Trump est allé chercher des électeurs qui étaient en dehors du système. En même temps, Donald Trump a suscité une telle opposition, et une opposition, je dirais, d'une telle virulence et d'une telle ampleur de la part des démocrates, de la part des médias, je dirais même de la part des élites intellectuelles, voire des élites financières du pays, notamment au sein de la Silicon Valley et des grandes compagnies de haute technologie. Il a suscité une telle opposition qu'il y a eu une mobilisation contre lui. Et si vous constatez ou si vous regardez le déroulé de la campagne électorale de Joe Biden a fait campagne non pas pour lui-même, il n'a pas fait campagne pour un programme, au contraire, il s'est bien caché de dévoiler quoi que ce soit de ce qu'il serait susceptible de faire s'il était élu. Il a fait campagne contre Donald Trump et notamment, voire exclusivement, contre la gestion de la pandémie du coronavirus par Donald Trump. La campagne de Joe Biden s'est contentée presque exclusivement de dire du mal de Donald Trump sur ce sujet en disant qu'il avait échoué, qu'il n'avait pas de plan, qu'il n'avait pas de politique, qu'il avait laissé les Américains mourir, etc., etc., etc. Et en vérité, s'il a fait ça, c'est parce que
sur les 4 années du bilan de Donald Trump, c'était le point sur lequel le président sortant était le plus, je dirais, attaquable, le plus faible. Parce que jusqu'à cette pandémie, il avait un bilan aussi bien économique que politique, que social, que international, qui était tout à fait surprenant par rapport à ce que certains nous avaient dit il y a 4 ans au moment de sa première élection. Donc voilà, en synthèse, participation extrêmement forte dans les deux camps. Et Donald Trump a réussi à rassembler plus de 70 millions d'électeurs sur son nom. Exactement. Donc, manifestement, ce n'est pas un accident de l'histoire. Ce n'est pas quelqu'un qui a usurpé sa place. C'est quelqu'un qui, au contraire, l'a gagné parce qu'il a élargi son électorat par rapport à la première élection. Je rappelle que Barack Obama avait réuni 68 millions, 69 millions d'électeurs en 2008. Et en 2012, lorsqu'il a été réélu, il en avait 5 millions en moins. Ce qui avait quand même suffi à le faire passer, mais il avait perdu 5 millions d'électeurs entre son premier et son second mandat. Là, Donald Trump a gagné 5 millions d'électeurs, mais son adversaire en a gagné encore plus, et donc il est vraisemblable qu'il n'aura pas de second mandat. Néanmoins, prétendre qu'il avait usurpé son élection 4 ans plus tôt, aujourd'hui, on ne peut plus le dire, parce que manifestement, il y a la moitié du peuple américain derrière lui. Justement, parce que on peut constater un certain nombre d'éléments dans ces élections, M. Gérald Olivier. Premièrement, il y a une participation record. Et ça, c'est jamais produit auparavant. Donc les gens sont mobilisés. Les Américains sont conscients de l'importance de cette élection. Absolument. Certaines personnes ont voulu prétendre que Donald Trump c'était de la graine de dictateur, qu'il allait tuer la démocratie. Ben, excusez-moi, mais quand la participation électorale fait un bond de 10%, c'est l'inverse. Il a promu la démocratie. Donc ça, c'est incontestable. Justement, il y a un autre point qui est de taille, et ça concerne M. Trump, et après on parlera de son rival, hein, M. Biden. M. Trump, avant la pandémie, était dans une position confortable. Tout le monde le dit, tout le monde le disait plutôt. Alors, voilà. Sauf que il y a cette pandémie qui est arrivée. Est-ce que le fait de sa gestion, qui est un petit peu mondiale quand même, hein, une mauvaise gestion par presque la quasi-totalité des dirigeants du monde devant cette pandémie, a joué un rôle négatif sur sa réalité? Alors, moi je vais vous dire, je distinguerais la gestion de la pandémie en elle-même que le narratif médiatique autour de cette gestion de la pandémie. C'est-à-dire que Donald Trump a fait 2 choses. Dans un premier temps, quelle que soit la conscience qu'il ait eue de la gravité du problème. Dans une interview qu'il a donnée à un journaliste américain qui s'appelle Bob Woodward, qui est très réputé aux États-Unis, une interview qui remontait au début mars, mais qui n'a été communiquée qu'à la fin de l'été. Début mars, il reconnaissait que la pandémie était grave et il ne souhaitait pas faire que le peuple américain panique, donc il avait préféré ne pas insister sur cet aspect-là. Mais il se disait conscient de la gravité de la pandémie. Cependant, le problème de ce virus, c'est un problème d'ailleurs que tous les gouvernements rencontrent, le problème de ce virus, c'est que c'est un meurtrier sélectif. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont infectées par ce virus ne meurent pas du virus. Ce virus, d'ailleurs, comme énormément de virus, je ne suis pas médecin, mais ce virus s'attaque aux plus faibles. Et ce virus tue les plus faibles. On ne meurt pas du coronavirus. On meurt du coronavirus parce qu'on a une précondition qui vous rend vulnérable au coronavirus. Et la plupart des cas de décès de coronavirus, c'est jamais simplement le coronavirus. Il y a quelque chose avant qui a affaibli votre système immunitaire et qui a permis à ce virus de l'emporter sur vous. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que tout doit s'arrêter pour empêcher que ce virus se répande, ou bien au contraire, est-ce qu'il faut protéger les plus vulnérables et faire en sorte que le reste de la population puisse continuer à fonctionner normalement, parce que une pandémie a un coût humain, un coût sanitaire, mais une pandémie a aussi un coût économique, et ces coûts économiques ont en retour des coûts humains qui peuvent être beaucoup plus graves. C'est-à-dire que au nom de sauver quelques vies, on va ruiner des milliers de vies parce que des gens vont perdre un commerce
un emploi, ne jamais parvenir à se relever, tomber dans la dépression, je ne sais trop quoi. Donc, Donald Trump a essayé de faire en sorte que l'Amérique vive avec la pandémie. Maintenant, en faisant cela, compte tenu de la structure des États-Unis, les États-Unis sont une puissance fédérale, c'est un pays fédéral. Vous avez 50 États. Le président est le président des 50 États, mais ce n'est pas lui qui est le gestionnaire des 50 États individuellement. Chaque État a son propre gouverneur. Et chaque ville a son propre maire. Et chaque comté a sa commission de dirigeants. Le président peut fournir à ces États les moyens fédéraux pour les aider à faire face à la maladie. Mais ce n'est pas lui qui va décider de comment on va affronter cette maladie. Chaque État va avoir sa propre approche pour le faire. Et ce qu'on constate, c'est qu'au tout début de la pandémie, il y a eu quelques foyers extrêmement puissants, notamment à New York et dans le New Jersey, un petit peu en Californie, un petit peu en Floride, un petit peu au Texas et un petit peu dans l'État de Washington, qui est tout à fait au nord-ouest des États-Unis, mais que le reste du pays n'a pas été touché. Et la gestion, excusez-moi de le dire, a été très très mal gérée à New York, où on a le décompte de morts le plus élevé, beaucoup mieux géré en Californie et beaucoup mieux géré en Floride. En Floride, où pourtant on avait a priori une population plus vulnérable, puisqu'il y a énormément de gens retraités qui vivent dans cet état, donc des gens qui sont âgés, et donc des gens qui étaient plus susceptibles d'être affectés de manière plus grave par ce virus, on constate que ces États ont géré plus ou moins bien la pandémie. L'État de New York, qui est dirigé par un gouverneur démocrate qui s'appelle Andrew Cuomo, et la ville de New York, qui est dirigée par un maire démocrate qui s'appelle Bill de Blasio, ont très mal géré cette pandémie. Mais le récit qui en a été fait dans les médias, c'est Donald Trump ne s'est pas dirigé. Donald Trump ne s'intéresse pas à vous. Le narratif des médias a été tel que l'idée s'est répandue que Donald Trump était incapable, n'avait pas de politique, n'avait pas de vue d'ensemble, n'avait pas de plan pour affronter ce coronavirus, et que donc la gestion de ce coronavirus, c'était le grand échec de sa présidence, et que les morts qui s'accumulaient, les fameux 200 000 personnes, 230 000 personnes aujourd'hui qui sont décédées aux États-Unis, ce sont les morts de Donald Trump. Et vous savez, quand on regarde la situation médiatique aux États-Unis, quand vous avez le New York Times, le Washington Post, le LA Times, même le Wall Street Journal parfois, le Chicago Tribune, tous les grands quotidiens, plus les chaînes de télévision ABC, CBS, NBC, MSNBC, CNN, qui tous les jours racontent cette histoire de comment Donald Trump a raté la gestion du virus et comment cet homme-là ne sait absolument pas gérer un pays dans un contexte de crise ou de pandémie, il est très difficile de résister à un tel assaut. Et moi, ce que je trouve extraordinaire dans le résultat de l'élection, c'est qu'en dépit de tout ça, Donald Trump a quand même réussi à réunir 70 millions de voix, alors qu'il avait contre lui non pas seulement un adversaire en la personne de Joe Biden et un parti à travers le Parti démocrate, il avait contre lui toutes les institutions qui communiquent et qui font l'opinion aux États-Unis. Sauf que ces institutions d'opinion, là, donc je parle médias et autres, qui sont mobilisées contre le président Donald Trump pendant la pandémie, n'ont pas cessé aussi de le faire avant avec les affaires, parce que lui-même, il ne faut pas l'oublier, a procédé à un autre mode de communication. Via Twitter, il n'y a plus de conférences de presse au sens large comme auparavant, dont les médias sont coutumiers. On dirait qu'il y avait un certain divorce entre le président et les supports médiatiques des États-Unis. Bien entendu, il y a eu un divorce. Maintenant, alors, dans l'histoire américaine, vous avez toujours une rivalité. Ronald Reagan était très peu apprécié par la presse. Richard Nixon était très peu apprécié par la presse. Il faut bien comprendre une chose, et on a la même situation en France. Les journalistes, dans leur immense majorité, sont des gens qui, on va dire, penchent à gauche. Ce sont des gens qui ont le cœur à gauche. Ce ne sont pas des gens qui aiment particulièrement le capitalisme. Ils considèrent que le capitalisme est destructeur, que c'est égoïste. Ils aiment la social-démocratie, ils aiment l'internationalisme. Donc, quand vous interrogez une rédaction de journalistes, vous apercevez qu'il y en a pratiquement 9 sur 10
avec la presse qui est un petit peu exacerbée. La presse était déjà hostile à Ronald Reagan et la presse était déjà hostile à Richard Nixon. Richard Nixon avait une relation exécrable, c'est celle qui ressemble le plus à celle qu'a eu Donald Trump. Richard Nixon a développé une sorte, je dirais pas de phobie, mais un complexe de la persécution, parce que justement la presse était continuellement sur son dos, et il trouvait que la presse était beaucoup trop gentille avec ses adversaires, notamment avec John Kennedy ou avec Robert Kennedy, qui étaient sans cesse encensés dans leurs colonnes. Donc c'est un petit peu la même chose qu'on a. Il n'y a rien de nouveau aux États-Unis. Par contre, du temps de Nixon ou de Reagan, vous n'aviez pas d'alternative. Si vous vouliez faire passer une information, il fallait passer. Aujourd'hui, vous avez des alternatives. Et Donald Trump en a profité parce que l'avantage de Twitter, jusqu'à très récemment, puisque maintenant il est censuré par Twitter, jusqu'à récemment, Donald Trump pouvait faire passer ses messages de manière extrêmement directe, avec son vocabulaire à lui, sans aucun filtre, sans aucune, comment dirais-je, distorsion, et c'est pour ça qu'il a utilisé les réseaux sociaux. Il me reste deux questions, si vous le permettez. Une qui concerne M. Biden. On parle comme quoi c'est fort possible, c'est lui qui va l'emporter. On reste toujours vigilant par rapport à ses pronostics. Sauf que M. Biden est pari comme quoi, devant lui, il y a une lourde tâche, c'est de rassembler les Américains. Sauf que, au contraire, ce qu'ils disent un grand nombre de médias, il y a un risque d'éclatement des États-Unis, un risque d'éclatement social, je parle. Sauf qu'on constate comme quoi les Américains ont participé massivement dans ce test démocratique et le vote présidentiel. Y a-t-il réellement un risque d'éclatement ou bien c'est de la spéculation, comme souvent le cas dans les médias, comme un fin connaisseur des États-Unis quand même, il faut bien le préciser, votre vie, comme vous l'avez bien dit à maintes reprises, est partagée entre les États-Unis et la France. Est-ce que les Américains sont prêts à y aller dans une direction de division ou bien resteront unis quel que soit le vainqueur? Écoutez, encore une fois, je ne connais pas l'avenir, mais ce que l'on constate en fait, c'est qu'il y a toujours une division d'une certaine façon, mais là il y a une radicalisation. C'est-à-dire qu'en fait, on a une montée des extrêmes. On a une montée des extrêmes qui peut être, que l'on peut observer aussi bien sur la droite que sur la gauche. Sur la gauche, si vous prenez le Parti démocrate, regardez Joe Biden. Joe Biden, c'est un centriste. Aujourd'hui, on le qualifie de centriste. Avant, on le qualifiait de démocrate. Mais depuis 4 ans, depuis que Bernie Sanders, qui avant n'appartenait même pas au Parti démocrate, il était inscrit au Congrès en tant qu'indépendant, et lui se revendiquait socialiste ou parfois social-démocrate. Et si il s'est inscrit au sein du Parti démocrate en 2016, lorsqu'il a fait campagne contre Hillary Clinton pour la nomination, c'est parce qu'il savait qu'il aurait une plateforme beaucoup plus importante s'il cherchait à conquérir ce parti que s'il restait tout seul en tant qu'indépendant. Et il a tout à fait réussi dans sa démarche. Aujourd'hui, le Parti démocrate est divisé en une aile beaucoup plus radicale, qui d'ailleurs est également beaucoup plus jeune en termes de tout simplement d'âge et de représentants, dont la personnalité emblématique est la jeune représentante de New York qui s'appelle Alexandria Ocasio-Cortez, qui est citoyenne américaine d'origine portoricaine et qui vit à New York et qui a été élue il y a seulement 2 ans, toute jeune représentante, mais qui a déjà laissé un impact de par ses positions et sa personnalité. Et donc l'aile la plus radicale du Parti démocrate, qui est une aile identitaire, qui est une aile socialement libertaire, qui est une aile extra-progressiste et qui est également une aile beaucoup plus marxisante, c'est-à-dire qui souhaite une nationalisation du système de santé, ce que les Américains n'ont jamais souhaité, qui souhaite une nationalisation du système d'enseignement de telle manière à rendre les universités gratuites, qui souhaite une transition énergétique qui aille vers le 100% renouvelable et l'élimination aussi bien de la fracturation hydraulique pour le gaz de schiste que pour les fuels fossiles, les hydrocarbures. Donc, des positions qui sont quand même tout à fait extrêmes quand on considère l'histoire et le comportement des États-Unis. Et face à cela, vous
un parti républicain qui, pour moi, ne s'est pas totalement droitisé, parce que quand on regarde les positions de Donald Trump n'est pas un ultralibéral du tout. La preuve, c'est qu'il est favorable à une forme de protectionnisme. Il a relevé les tarifs douaniers pour lutter contre des importations qu'il considérait comme déloyales. C'est quelqu'un qui défend la classe ouvrière. C'est quelqu'un qui défend une forme de nationalisme à travers le Made in America et la volonté de réindustrialiser l'Amérique, de reconstruire ce tissu industriel qui avait fait la richesse de la classe moyenne blanche tout au long des années 50, 60, 70, etc. et qui aujourd'hui a été détruit par la mondialisation. Cette approche-là, c'est pas celle d'un capitaliste qui va dire il faut du laisser-faire parce que l'économie s'en sortira toujours. Aujourd'hui, le laisser-fairisme économique, on le rencontre beaucoup plus du côté des démocrates de style Obama, favorables à la globalisation, qu'on le rencontre du côté des républicains comme Trump, que certains vont considérer comme capitaliste mais frileux, parce qu'il veut justement protéger l'Amérique, pensant qu'elle n'est pas capable de tirer son épingle du jeu dans une concurrence totalement ouverte. Donc, on a des positions qui se sont opposées, et en même temps que l'on a ces positions économiques défendues par Trump, on a une assise, je dirais, culturelle, basée sur les chrétiens évangéliques, qui ont des positions sur les questions, je dirais, de société, comme l'avortement, comme la famille, comme le mariage homosexuel, beaucoup plus conservatrices et en totale opposition avec les positions tenues par les élites urbaines qui sont, je dirais, dans une sexualité totalement ouverte, favorable au mariage homosexuel, tout ce qu'on appelle le lobby LGTBQ, etc. Là, il y a véritablement un divorce. Et puis surtout, il y a ce divorce au sein de la société, et vous avez en conséquence ou en parallèle une sorte de divorce au sein des élites politiques, parce que les États-Unis sont gouvernés par un congrès, il y a l'exécutif personnalisé par le président, mais c'est le congrès qui fait les lois. Et encore une fois, un congrès n'est pas un parlement. Dans un congrès, vous avez des élus qui sont rattachés à un parti, mais il est possible à ces élus, individuellement, d'aller voter en dehors de leur parti pour créer une sorte de coalition bipartisane qui fasse avancer le pays. Le travail d'un congrès, c'est de parvenir à un consensus et non pas à avoir la politique d'un parti qui l'emporte sur l'autre, exactement comme on a actuellement en France. Et ce consensus, monsieur Gérald, pardon. Et ce consensus, monsieur Gérald Olivier, est-ce qu'il est, pour l'instant, risque-t-il de s'éclater ou pas? Ah, mais il a déjà éclaté, il n'y a plus de consensus, c'est ce que j'essayais de vous dire. J'étais un petit peu long. Mais non, ce consensus politique ne se fait plus du tout. Regardez comment se sont déroulées la présidence de Donald Trump. Il a nommé 3 juges à la Cour suprême. Il a nommé M. Gorsuch, M. Kavanaugh et tout récemment Mme Barrett. Kavanaugh et Barrett ont été confirmés sans une seule voix du côté démocrate. Alors qu'il y a 30 ans, lorsque Bill Clinton avait nommé Ruth Bader Ginsburg, qui vient de décéder, qui était connue comme une icône extrêmement progressive de la gauche la plus libérale, quand il y avait eu ces audiences de confirmation, elle avait reçu 97 voix pour et seulement 3 contre, comme quoi le camp républicain s'était rallié à sa nomination parce qu'elle avait des qualifications. Même si elle n'avait pas pour eux les bonnes idées, elle avait des qualifications. Donc là, vous aviez un consensus. Aujourd'hui, il n'y a plus de consensus. Il y a une politique qui est strictement partisane, dont Mme Pelosi est la représentante au sein de la Chambre des représentants, M. Schumer, le démocrate, l'est au sein du Sénat. Mais cette recherche du consensus n'existe plus, donc vous avez un double divorce. Vous avez un divorce au sein de la société et vous avez un divorce au sein des forces politiques. Pour l'instant, ce n'est pas encore allé à l'affrontement. C'est très tendu, mais personne aux États-Unis ne souhaite cet affrontement. Par contre, réconcilier cette société, ça paraît très très difficile. Justement, c'est ma dernière question, si vous le permettez, parce qu'on parle des États-Unis, on ne parle pas de n'importe quel pays, on parle de la première force mondiale, hein, donc il ne faut pas l'oublier ça aussi. Quel impact aura-t-il sur le reste du monde?
Comme vous l'avez bien dit, ce consensus, on l'a pu le constater sur maintes dossiers. Bien sûr, la fragilité maintenant de l'OTAN. On voit comme quoi les États-Unis reculent de plus en plus. Est-ce que la situation actuelle, avec ce risque, comme vous détaillez et de l'expliquer, est-ce qu'il y a un risque que les États-Unis deviennent un État comme les autres États du monde et rentrent dans un autre monde qui est multipolaire? L'évolution multipolaire du monde, elle est, je dirais, les États-Unis ne peuvent pas l'arrêter tout seuls. Maintenant, il faut voir de quel monde on parle, parce que nous avions un monde qui était multipolaire, mais avec des alliances qui en faisaient un monde bipolaire du temps de la guerre froide, qui était très très facile à gérer. Aujourd'hui, vous avez un monde avec à nouveau une bipolarité entre les États-Unis et la Chine. Le grand rival des États-Unis, c'est la Chine. L'Europe unie elle-même est une force, je regrette de le dire, secondaire. C'est une puissance commerciale, mais militairement parlant, c'est rien du tout. L'Europe ne peut rien. Et d'ailleurs, petite parenthèse, que vous me pardonnerez, j'espère, il est pathétique d'observer le comportement de M. Macron sur la scène internationale, parce qu'il n'a absolument pas les moyens de sa rhétorique. Et c'est ça qui est navrant, même si la France est le pays militairement parlant le plus puissant de l'Europe. Et si la France peut encore avoir une voix indépendante parce que c'est une puissance nucléaire, M. Macron, tout seul, ne peut absolument pas chercher à faire régner une sorte d'ordre français du Liban à l'Arménie en passant par la Libye, c'est pas possible. Et on constate l'impuissance de l'Europe sur ce plan-là. Alors, concernant les États-Unis, c'est une puissance qui reste globale. Soyons clairs. Les Américains possèdent encore aujourd'hui environ 800 bases militaires à travers le monde, dans différents pays, sur différents îlots. Ils sont toujours partout. Ils ont toujours considéré que leur sécurité commençait bien au-delà de leurs frontières géographiques. C'est la vision américaine, il faut protéger très très loin si on veut protéger l'intérieur. Tout ce déploiement, d'accord? Ce déploiement coûte très cher. Et ce déploiement, malheureusement, s'accompagne d'une sorte de mission non écrite qui fait que les États-Unis, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, sont considérés comme le gendarme du monde. Lorsque ça ne va pas quelque part, tout le monde se tourne vers les États-Unis. Venez nous aider parce qu'il n'y a que vous qui pouvez mettre de l'ordre dans tout ça. Ce rôle-là, il y a un certain temps qu'un nombre de politiciens américains ont décidé de l'abandonner. Ça fait 30 ans que les États-Unis cherchent à gérer cette après-guerre froide sans forcément y parvenir. Barack Obama, lui, était un de ces tenants du repli américain. Simplement, il n'osait pas le dire. Il ne voulait effrayer personne. Donc, il le faisait en douceur. Mais Donald Trump et Barack Obama, sur ce point, avaient pratiquement, je dirais, la même vision. Les détails pouvaient varier, mais cette idée du repli américain, Donald Trump n'a aucune envie de voir des soldats américains aller mourir en Afghanistan, en Syrie, en Afrique, pour n'importe quoi. Ce sont des causes pour lui qui ne se justifient absolument pas. Donc le repli américain est inévitable. Par contre, il ne faut pas mettre sur le même plan repli et isolationnisme. Pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. On va pas revoir une forteresse américaine, on va pas fermer les bases américaines, on ne va pas suspendre la USAID, etc., etc. Donc, cela prendra énormément de temps. Par contre, les États-Unis ne vont plus supporter à eux tout seuls le fardeau de la sécurité du monde, et peut-être qu'il faudra qu'un autre édifice se mette en place avec les puissances du moment dans un concert et un petit peu réorganisé. Quant à l'OTAN, je pense qu'une réflexion profonde sur la nature, la nécessité, les objectifs de l'OTAN s'impose aujourd'hui. Parce que lorsqu'on regarde le comportement de la Turquie, qui est membre de l'OTAN, qui est supposé être allié de la France, allié de la Grèce, et qui aujourd'hui a une attitude extrêmement provocatrice et qui cherche à profiter de l'essor de l'islam au
Proche-Orient et au-delà et au sein de l'Europe pour réinstaller sa puissance, la puissance qu'elle avait du temps de l'Empire ottoman, lorsqu'on observe ce comportement, on est totalement démuni pour y répondre. Et tout simplement parce que nous sommes supposés être alliés. Alors c'est mieux d'être alliés que d'être ennemis, ça évite pour l'instant que tout cela dégénère dans une guerre ouverte. Mais je crois que là, on a la menace immédiate pour moi sur la paix en Europe, elle est personnalisée par le comportement de M. Erdogan en Turquie. Ce comportement a été, je dirais, protégé d'une certaine façon par Donald Trump, qui était très content d'avoir quelqu'un qui fasse le ménage là-bas pour que lui n'ait pas à le faire. Mais je ne pense pas que Donald Trump se soit soucié des conséquences à long terme d'un tel comportement. On verra peut-être une attitude un petit peu différente de M. Biden, parce que Biden est un démocrate, il est interventionniste et il aime bien les interventions humanitaires. C'est quelqu'un qui se soucie beaucoup plus des droits de l'homme et du respect des droits de l'homme que Donald Trump. Donc il aura peut-être une attitude un petit peu différente, mais reconnaissant à Donald Trump une grande qualité, il n'a commencé aucune guerre. C'est le premier président depuis Nixon qui avait mis fin à la guerre du Vietnam. C'est le premier président à ne pas avoir engagé les États-Unis sur un quelconque nouveau conflit. Même Obama l'avait fait en Syrie, en Libye et ailleurs. Donc, tenons-lui gré d'avoir été le président de la paix pour l'instant. Comme vous l'avez bien dit, c'est un capitaliste frileux, mais aussi c'est un guerrier frileux parce qu'il ne veut pas rentrer en guerre par-ci, par-là. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est vrai, il n'y a jamais eu de guerre. Je ne dirais pas frileux. C'est un guerrier qui croit en ce qu'on appelle la paix musclée. Quand on dit peace through strength, ce qu'il vous dit, c'est ne venez pas m'attaquer parce que si vous m'attaquez, vous allez vous ramasser une grosse claque. Je suis plus fort que vous. Donc lui, il veut être puissant pour dissuader quiconque de venir lui chercher des noises. C'est exactement l'attitude qu'il a eue avec l'Iran. Et excusez-moi de le dire, cette attitude, elle a clairement fonctionné. Oui, mais avec la Corée du Nord, c'est pas le cas. Écoutez, depuis 2017, il n'y a pas eu un seul essai de missile par la Corée du Nord. Donc ils n'ont pas abandonné leur programme, mais pour l'instant, ils ont cessé les provocations qu'ils avaient au début de la présidence Trump. Donc pour moi, cette diplomatie-là n'est pas totalement vaine, même si je n'ai jamais apprécié cette idée qu'il suffit de rencontrer quelqu'un pour s'entendre avec lui. Pour moi, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais il n'empêche qu'il a au moins eu ce mérite d'obtenir que M. Kim Jong-un se tienne relativement à carreau pour l'instant, puisque les Nord-Coréens n'ont pas repris leurs essais, même si leur programme continue, ils n'ont pas repris leurs essais de missiles balistiques. Je vous propose, M. Gérald Olivier, parce que vous êtes quoi qu'il arrive, il faut bien le préciser, un géopolitologue averti par rapport à ce qui se passe à la chaîne internationale, éventuellement de faire une émission dédiée à ce sens. Je tiens à vous remercier et je précise à notre auditoire que M. Gérald Olivier est chercheur associé à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, journaliste et consultant en communication et médias. Il consacre sa vie à son blog aussi France-Amérique. Son dernier ouvrage, si vous le permettez de le rappeler, s'il vous plaît. Sur la route de la Maison-Blanche, un dictionnaire des élections présidentielles américaines, paru aux éditions Jean Picolec. J'invite notre auditoire à contacter M. Olivier Gérald au blog France-Amérique. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Merci à vous. À la prochaine fois. À la prochaine. Merci, monsieur. Au revoir.